Alors, bonjour à tous. Nous revoilà pour la partie 4, impact global. Donc, pour commencer, je voulais tous vous remercier pour la présence et l'attention que vous portez donc à mes contenus. J'apprécie beaucoup. C'est vrai que je fais pas encore 3 millions, 4 millions de vues, mais bon, le but n'est pas là. Pour moi, c'est plus un but de partager l'information d'avoir des discussions ouvertes sur des sujets aussi intéressants et complexes. Donc, oui, la partie 3 était, vous voyez, avec la partie 3 j'ai tellement parlé que j'ai perdu mes cheveux. Non, je suis simplement chauve, c'est pas grave ça. Mais, donc pour la partie 3 c'était un peu plus long. C'est effectivement, je voulais montrer qu'il y avait des sens un petit peu cachés et des différences relativement flagrantes entre la Révolution américaine et la Révolution française. La Révolution américaine, on voit une transition beaucoup plus stable et aller dans un sens beau beaucoup plus constant vers une démocratie républicaine, alors qu'on voit que alors qu'on voit que du côté de la Révolution française, c'est beaucoup plus chaotique. Il y a des transitions, des changements de transition et des transitions dans la transition qui amènent naturellement à des choses comme la violence, des répercussions, à la fois sociales, mais également, à la corruption et qui mènera à la dictature. OK? Donc, c'est assez logique, hein, dans une transition humaine, mais simplement dû au fait que les colonies américaines avant les colonies américaines avant de devenir les États-Unis sont un environnement qui est relativement, d'autogouvernance. Ça veut dire ils font des choix eux-mêmes jusqu'à la guerre de 7 ans. Les impacts de la guerre de 7 ans, comme je le disais, sur la dette de la guerre de 7 ans, ont amené, les Anglais à changer de politique et cette politique a amené un renversement qui amènera à la guerre d'indépendance. OK. Alors que du côté de la France, on voit, qu'il est difficile d'imposer un changement aussi radical et aussi rapide, dans une nation qui est d'une part très peuplée, parce que c'est un des pays, sinon le pays le plus peuplé dans le monde à l'époque, en Europe, si on considère que le monde à l'époque, c'était l'Europe et principalement l'Europe et donc l'Amérique et que ce sont les 2 principaux continents en termes d'activité, économique et de, mmh et de capacité d'impérialisme, parce qu'on voit l'empire britannique et on voit l'empire français. OK. Donc voilà, c'est ça les grosses différences. Puis naturellement le transfert du pouvoir avec le vote censitaire. Donc le vote censitaire qui permet d'écarter les classes les plus basses et les classes les plus pauvres du tiers état et de les maintenir en forme de de, mmh, de moutons de panurge, en fait. Donc des gens qu'on contrôle et qu'on peut leur faire ce que l'on veut. OK. Mais ils ont moins de taxes, ils sont un peu plus libres, mais ils n'ont pas de pouvoir politique ou de représentation, ni de participation politique. Parce qu'ils ne peuvent pas voter, ne faisant pas partie de la classe des propriétaires, parce n'ayant pas les moyens de le devenir. OK. Donc on voit, c'est une manipulation, il y a un transfert de pouvoir entre l'aristocratie, le clergé et le la bourgeoisie, parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. OK. Donc maintenant, quand on regarde l'impact, mondial, on peut se dire que quel est l'impact mondial des révolutions américaines et françaises? C'est un héritage complexe. OK. Bien que les révolutions américaines et françaises aient été motivées par des idéaux de liberté, d'égalité, d'autodétermination, leur impact mondial a été complexe et souvent contradictoire. Alors on peut parler de la propagation des idéaux libéraux. OK. Premièrement, l'inspiration pour la révolution. Les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité ont déclenché des révolutions en Amérique latine, en Europe et ailleurs, conduisant au renversement des régimes coloniaux et à l'établissement de gouvernements démocratiques. Mais encore une fois, une démocratie, ça ne s'invente pas, ça ne s ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Ça amène des transitions parce que quand il y a un système dictatorial ou d'oligarchie, il y a des gens qui tirent pleinement avantage de cette situation et pour eux, le changement est une perte d'influence, de pouvoir et d'argent. Donc ces changements sont difficiles à admettre, OK? Donc, heu, la démocratie, c'est une transition vers avec plusieurs étapes, qu'on a pu voir avec naturellement, en France, qui a un passé lourd d'oppression du clergé, de l'aristocratie, donc la transition est longue.
plus longue. Le cadre des droits de l'homme. Les principes consacrés dans la Déclaration américaine d'indépendance et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen ont fourni un cadre pour le développement du droit international des droits de l'homme, ce qui est le cas. À l'ONU, la base, ce sont ces deux éléments-là qui donnent une perspective de ce qu'est l'homme et comment l'homme doit être régi par le bien commun. Ok. Maintenant, l'influence des États, la mainmise de certains États sur la situation globale dans le monde, si vous voyez ce que je veux dire, naturellement, je veux dire, mitige un peu ce qu'on vient d'expliquer sur le cadre du développement du droit international des droits de l'homme. Ok. On a pu voir que l'impérialisme américain est très présent. Ok. Gouvernance démocratique. Les révolutions ont contribué à établir des principes et des pratiques démocratiques tels que le gouvernement représentatif, la séparation des pouvoirs et la souveraineté populaire. Alors, un gouvernement représentatif, on voit qu'avec la Révolution française, on voit que gouvernement représentatif, oui et non. Ce sont toujours en premier les plus puissants, les plus riches, qui cherchent à avoir cette représentation et d'influer sur les décisions politiques qui seront réalisées. Ça veut dire aussi que dans les périodes transitionnelles, la séparation des pouvoirs est mitigée. On voit un petit peu ce qui se passe en France actuellement avec l'arrestation du PDG de Telegram. C'est un bon exemple où il y a la séparation des pouvoirs n'est plus vraiment bien établie ou pas très très claire. Ok. Et la souveraineté populaire. Aujourd'hui, on voit bien, bon, c'est plus dans la partie 5 que je vais en parler, mais on voit bien que la souveraineté populaire, il faut qu'un gouvernement, pour qu'il soit représentatif, il faut qu'il soit soutenu par une base populaire importante. Alors que si des décisions sont prises, et qu'il n'y a pas de décision du peuple d'accompagner cette décision politique, ça crée une friction entre la population qui sont les gouvernés et les gouvernants. Ok. Maintenant, le côté obscur de l'impérialisme et du colonialisme. La propagation des idéaux libéraux a également coïncidé avec l'expansion de l'impérialisme et du colonialisme européen. Bien que ces empires aient souvent été justifiés par des intérêts économiques et stratégiques, ils ont également été alimentés par des idéologies racistes telles que le darwinisme social et l'eugénisme. Et pour moi, c'est le véritable problème de toutes les nations qui deviennent des nations puissantes. On a vu ça avec la Grèce antique, on a vu ça avec Rome. À partir du moment où vous devenez une nation puissante, vous tentez d'imposer votre modèle aux autres. Et imposer son modèle aux autres, ça veut dire imposer mes décisions aux autres sans qu'il y ait une logique d'échange, de négociation ou de collaboration. Donc on estime que comme on est puissant, on peut aller chez les autres et imposer sa force. Parce que comme on est plus puissant militairement, industriellement, on considère qu'on a une supériorité raciale. Mais j'ai pu voir dans les 5 preuves de l'existence de Dieu que l'ADN ne définit pas, absolument pas de différence raciale. La différence raciale n'existe pas. La différence de couleur de peau est un effet de la réaction du corps face à la protection contre le soleil. Vous êtes dans un environnement où il y a moins de soleil, vous serez plus clair, vous serez blanc. Vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de soleil, vous cherchez à avoir une protection contre le soleil, qui amène un changement dans la mélanine. Donc vous serez noir. Et si vous êtes mélangé comme moi, vous serez entre les deux, vous serez métis. Mais quand moi je vais au soleil, je deviens plus foncé. Quand je suis dans un environnement où il y a moins de soleil, je deviens plus clair. Je suis plus clair. Je suis un homme de couleur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, les idéologies racistes sont utilisées comme un moyen de justification pour l'impérialisme et le colonialisme. Et comme on a pu voir dans les racines du racisme, qui est une vidéo que vous pouvez voir en différentes parties, il y a aussi la version entière. Ok. Maintenant, le darwinisme social et impérialisme. Alors que les révolutions défendaient l'égalité et l'autodétermination, elles ont également contribué à l'essor des idéologies darwinistes sociales qui justifiaient l'impérialisme et le colonialisme, comme je venais de le dire juste avant, avec d'une pseudo-science, de réutiliser les idées de Darwin pour faire croire à une hiérarchisation des races
une logique du plus apte, qui est totalement fausse, totalement faussée, et qui ne correspond absolument pas aux idées originelles de Darwin, et qui sont une manipulation des idées de Darwin, ou des études de Darwin. Cela a conduit naturellement à l'exploitation des colonies, à la suppression des peuples indigènes, et à la perpétuation des inégalités raciales et économiques pour, pour un long moment. Ça veut dire qu'on parle de périodes qui s'étendent sur 500, 600, 700 ans, extrêmement long. Mais ça a des effets d'impact sur la société humaine dans son ensemble. Moi, je ne pointe pas le doigt sur les blancs, les jaunes, les bleus, les rouges. Je pointe le doigt sur personne. Je dis juste que pour la société humaine, il est important de réaliser cela. À quel point tout ça nous pousse en arrière. De nous faire avancer comme une société humaine, comme une confrérie, une famille humaine, nous régressons. Au lieu d'avancer, nous régressons. Et le fait de, nous croire, de pousser la vue de l'existence de Dieu est encore une régression encore plus grande. Et c'est pour ça que j'ai fait les 5 preuves de l'existence de Dieu. Donc le côté obscur de l'impérialisme et du colonialisme amène aussi des machinations politiques et de la violence. La poursuite du pouvoir et de l'influence a souvent conduit à des machinations politiques, des assassinats et de la violence, tant au sein des nations révolutionnaires elles-mêmes. Durant la Révolution, c'est ce qu'on peut voir, cette transition une transition chaotique vers la démocratie. En vérité, c'est ce que je disais, c'est que les gens ne savent plus où ils vont. Il n'y a plus de vision. Il a la vision que du quotidien et de s'enrichir le peu qu'on peut vivre maintenant, on vit maintenant, parce qu'on demande ça. On sera pas, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, ces machinations politiques, des assassinats s'expriment dans les nations révolutionnaires, mais aussi dans les territoires coloniaux. Dans le colonialisme, qu'est-ce qu'on voit? La France-Afrique, les assassinats politiques, l'influence manifeste de la France avec le franc CFA et les insultes et manipulations des Sarkozy, des Macron et autres. Bon, c'est exactement ce que l'on voit. Et donc, naturellement, les assassinats politiques durant la France-Afrique, à l'époque du grand général de Gaulle, du grand Charles de Gaulle. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le général de Gaulle. Ceux qui me connaissent savent ce que j'en pense, hein. Bon. Et le grand Focard, je ne sais plus si c'est Michel Focard, peu importe, qui a mis en place la France-Afrique. Bon, tout ça, ce sont des éléments, mais la même chose s'applique sur les États-Unis. L'impérialisme américain en Afrique, en Amérique du Sud, un petit peu partout au monde, et l'assassinat politique un petit peu partout, même jusqu'en Asie. Ça existait. Et c'est ça le côté sombre de l'impérialisme, du colonialisme, tiré de ces idées révolutionnaires en réalité. Parce que je deviens fort, j'ai écrasé naturellement les Amérindiens, j'ai écrasé les Africains et je m'en suis servi comme un objet pour m'enrichir. Maintenant, je peux faire ce que je veux partout parce que j'ai prouvé que je l'ai déjà fait et que je suis supérieur à tout le monde, donc je fais ce que je veux. Maintenant, les inégalités persistantes, malgré les idéaux d'égalité, les deux révolutions n'ont pas réussi à résoudre les inégalités sociales et économiques sous-jacentes qui avaient contribué à leur déclenchement. Alors là, j'amène c'est ce que c'est, c'est mon narratif, mais j'amène un petit bémol. Et je vais y venir juste après. C'est que les inégalités sociales et économiques sous-jacentes, ça s'applique beaucoup plus à la France, où on voit le transfert de pouvoir dans le vote censitaire, où c'est un transfert de pouvoir entre l'aristocratie et la bourgeoisie, puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre depuis un long moment. Et il y a un transfert de pouvoir, où la bourgeoisie veut prendre le pouvoir politique. Ok. Et donc, l'inégalité sociale qui se trouve en dessous n'est absolument pas attaquée. Parce qu'on voit bien que l'éducation n'est toujours pas attaquée, on ne voit pas de processus d'éducation, on ne voit pas de processus de développement qui permettent l'éducation. Dans la révolution américaine, on voit quelque chose de très différent. On voit une démocratie qui va donner des formes de prospérité à tout un chacun. Que vous soyez en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, tout le monde profitera d'une prospérité galopante et grandissante pour tout un chacun. Ce qui permettra de créer l'idée du rêve américain. Je vais y revenir juste après. Donc, ces inégalités sociales et économiques sous-jacentes qui ne sont pas adressées conduisent à des luttes continues pour la justice et l'égalité dans les siècles qui vont suivre. Les inégalités constantes, les inégalités qui existent aujourd'hui dans les classes les plus basses, c'est extrêmement difficile. Ce sont des gens qui souffrent. Moi, ça me fait mal de voir que on peut considérer qu'on peut bien vivre,
en regardant les autres à côté de nous qui souffrent. C'est anormal. En tant que nation humaine, en tant que confrérie humaine, nous devrions tout partager. La richesse, le développement, comme la technologie ou la chance de pouvoir vivre une vie plus saine, une vie plus juste, une vie plus, euh, euh, plus, euh, plus pleine et naturellement qui nous permet de nous développer, nous, personnellement, en tant qu'individus, et non pas de traiter les gens comme s'ils n'étaient rien. Moi, ça me fait extrêmement mal de voir tout ça. Que ce soit blanc, noir, jaune ou bleu, peu m'importe. Moi, quand je vois une personne blanche qui souffre, ça me fait mal. Quand je vois une personne noire qui souffre, ça me fait mal. Je veux que la société humaine soit considérée comme une confrérie, comme une famille à part entière. Maintenant, c'est un héritage contradictoire. Le sort des Amérindiens et des esclaves africains. Les révolutions françaises et américaines ont eu un impact dévastateur sur les populations amérindiennes et africaines esclaves. Les Amérindiens. Aux États-Unis, la révolution américaine a conduit au déplacement au déplacement au mouvement forcé des tribus amérindiennes, ainsi qu'à l'érosion continue de leurs droits fonciers, mais aussi un génocide sur la reproduction. Donc on a clairement attaqué les femmes et les enfants. Les esclaves africains, bien que la Révolution française ait aboli l'esclavage dans les colonies françaises, cela n'a pas immédiatement conduit à la libération des personnes asservies aux États-Unis. La Révolution américaine n'a pas aboli l'esclavage de manière universelle. Il lui faudra environ un siècle de plus pour que l'esclavage soit aboli par la guerre civile. Mais ce sera aboli pour des raisons économiques, non pas sociales, non pas de volonté de créer une société plus juste, purement pour des raisons économiques, dont je vais parler dans la partie 5. Dans la partie 5, on comprend un peu plus ce qui, dans la Révolution américaine, a conduit à la guerre civile, et pas simplement l'esclavage. Je vais expliquer ça plus en détail. Ok. Maintenant, si on essaie une mini-conclusion, en considérant des éléments supplémentaires. En conclusion, on peut dire que bien que les révolutions américaines et françaises aient eu un impact profond et durable sur l'histoire mondiale, leur héritage, leur héritage est complexe et multidimensionnel. Tout en inspirant des révolutions et des réformes, elles ont... Parce qu'on peut voir, hein, les réformes, on a vu avec Napoléon que, oui, j'ai taillé Napoléon. Je ferai même une vidéo, une série un peu longue sur Napoléon. Napoléon, vous allez voir, pour moi, c'est vraiment l'antéchrist. C'est vraiment une personne qui est dévoyée de toute forme d'humanité. Mais de l'autre côté, c'est un réformiste. Et on voit que les réformes qu'il a amenées ont aidé l'éducation, ont aidé l'éducation et la prospérité pour les classes les plus, euh, les plus favorisées. Ok. Mais les gens des classes les plus basses ont été réduites à ce qu'elles étaient, rien. Mais ces révolutions ont également contribué à la perpétuation de l'inégalité, de la violence et de l'impérialisme. Comme on a pu le voir, j'impose ma force aux classes les plus basses en France, j'impose ma force sur les Amérindiens et sur les esclaves, que l'esclavage continue. Malgré que la Révolution américaine a arrêté l'esclavage, c'est pas universel. Donc on voit que naturellement, ça pousse à penser que on est les plus forts, on peut faire ce qu'on veut. Et donc ça pousse à l'impérialisme, colonialisme. Impérialisme côté américain, colonialisme du côté des Français. Les révolutions américaines et françaises ont laissé un héritage contradictoire, sans aucun doute. D'une part, elles ont contribué à des mouvements pour la liberté, l'égalité et l'autodétermination. Je l'ai déjà dit, je sais. D'autre part, elles ont contribué à l'essor de l'impérialisme et du colonialisme, justifiés par des idéologies racistes, darwinisme social et l'eugénisme. Et l'eugénisme qui est, on va définir la pureté des races, on va définir comment on définit une hiérarchie pseudo-scientifique ou basée même sur les gènes, l'eugénisme. Et ça va amener naturellement l'essor du nazisme, qui va s'appuyer largement sur l'eugénisme, et qui va aussi générer ce qu'on appelle des zoos humains, comme on a pu le voir dans les racines du racisme, où on va mettre en évidence on va mettre dans des zoos, pas des animaux, mais des êtres humains qui viennent des colonies. Voilà. Donc il est important de reconnaître que l'impact mondial de ces révolutions a été façonné par un jeu complexe de facteurs,
notamment les intérêts économiques, les ambitions politiques et les attitudes culturelles. Alors, on vient dans un environnement où on a imposé sa force, on a imposé le système, l'Angleterre, la France, la Hollande, l'Allemagne. Le système est dur, il impose sur la population. Quand nous, maintenant, on est libre et on est riche et on est puissant, on impose ça sur les autres. Ceux qui sont Parce qu'on a tendance à répéter, les méfaits que l'on a subis, on a tendance à les répéter sur les autres. OK. Bon, c'est pas le cas quand on croit en Dieu, quand on fait certaines choses. Et naturellement, les ambitions politiques font que j'ai du pouvoir, je n'ai pas d'argent, je veux de l'argent. Donc j'impose ma force aux autres pour aller chercher des ressources, pour accumuler la richesse. J'ai de la richesse, mais j'ai pas de pouvoir, je cherche le pouvoir maintenant, je cherche le pouvoir politique. Comment je peux influencer le monde qui m'entoure? N'est-ce pas nos chers milliardaires aujourd'hui? Mmh. Et naturellement, les intérêts économiques d'un pays qui cherche à avoir de plus en plus d'influence, avec des gens qui essaient de pousser une influence, malsaine. OK. Hem, Bien que les idéaux de liberté et d'égalité restent des forces puissantes dans le monde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la base de notre réflexion sur la liberté et l'égalité, c'est toujours la révolution américaine et la révolution française, parce qu'elles sont proches de nous. On ne sait pas comment véritablement comment les gens vivaient la démocratie dans l'Antiquité, dans la Grèce antique, dans la Rome antique. Tout ça, c'est trop distant. 2000 ans en arrière, c'est trop distant pour avoir une compréhension réelle de comment les gens vivaient la démocratie. Donc aujourd'hui, on prend comme exemple les idéaux de la Révolution américaine, les idéaux de la Révolution française, qui sont des bases de réflexion. Mais ce qui prouve que la société humaine est encore jeune, qu'elle a besoin de grandir en termes de maturité. Et tous ces éléments-là doivent être accompagnés d'un engagement envers la justice, l'égalité et le respect de tous les peuples, de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau et de toutes les ramifications dont elles viennent. C'est-à-dire que je sois d'un village perdu en Afrique, on me doit du respect parce que je suis moi-même un humain. Que je sois dans une tribu en Amazonie ou, je ne fréquente pas le monde extérieur, on me doit du respect. Parce que je suis un frère, une sœur humaine. Que je sois blanc, que je vive, dans les pays nordiques, ou je sois aborigène en Australie, on se doit chacun le respect, l'amour et la fraternité. Considération supplémentaire. Le rêve américain. La révolution américaine a offert la promesse d'un nouveau monde, le nouveau monde et le potentiel d'opportunités économiques et de mobilité sociale, de hiérarchie sociale. Je peux devenir riche, je peux devenir quelqu'un. Donc souvent appelé le rêve, ou souvent appelé ou déterminé comme le rêve américain, qui s'appuie sur toutes les classes de la société. C'est ça la force du rêve américain, c'est que je ne suis rien, je ne suis pas rien, parce qu'on n'est jamais rien. On est toujours quelqu'un, mais je suis au bas de l'échelle, je veux grimper. Le travail, la détermination, l'implication dans ce que je vais faire va me donner cette possibilité-là. Cependant, cette promesse était largement limitée aux hommes blancs. Et la poursuite du rêve américain s'est faite au détriment des Amérindiens, des personnes asservies et d'autres groupes marginalisés. C'est ça la vérité pendant très longtemps. Maintenant, ça change un peu, c'est en train d'évoluer. Ça a été le cas pendant très longtemps. Et alors, en Europe ou en France, la discrimination, le racisme est institutionnalisé dans la pensée même étatique. Donc, on voyait bien qu'il y a véritablement des problèmes et que le rêve américain, c'est le rêve américain, mais et qui a aussi, des aspects, on va dire, discutables. OK. La croissance économique de la nouvelle nation et le remboursement de la dette ont nécessité l'exploitation des ressources de la terre, qui a eu un impact négatif significatif sur les communautés amérindiennes. Alors je vais expliquer. Ça veut dire que quand la révolution américaine signe le traité de paix avec l'Empire britannique, il y a une dette significative dont la révolution américaine doit supporter la conséquence. Doivent rembourser les Français, ils doivent, rembourser ceux qui les ont aidés et autres. Donc c'est une dette significative. Donc très rapidement, pour calmer les tensions populaires, parce que les gens, c'est la fin de la guerre, maintenant on veut grandir économiquement. On veut tous grandir économiquement, du gars le plus bas au gars le plus haut, parce que tout le monde veut s'enrichir, veut prospérer. Donc mais on veut faire ça très rapidement. Donc on veut pas s'asseoir avec les Amérindiens, négocier, trouver des arrangements, négocier comment on va utiliser la terre ensemble, vivre ensemble de manière pacifique. Non, on veut tout de suite. Quand on veut tout de suite, bah, il y a plus de négociation, en fait. Il y a plus de possibilité de discuter, de comprendre ce que l'autre attend.
Et puis, il n'y avait pas de respect des Amérindiens, parce que la manière dont ils occupaient la terre, plutôt comme un mode de symbiose avec l'environnement qui était le leur, ben là, chez les Blancs, il y a une vision de tirer avantage des ressources, que seule la prospérité économique compte. Donc à partir de là, les Amérindiens ont payé le prix. Et les communautés amérindiennes ont payé un prix grave. Pour moi, c'est un génocide, hein. Et pour beaucoup, c'est un génocide, d'ailleurs. Maintenant, division de classe en France. La Révolution française était principalement une lutte entre l'aristocratie et la bourgeoisie, avec peu d'avantages pour les classes inférieures. Bien que la Révolution ait conduit au renversement de la monarchie et de l'aristocratie, non, pas de l'aristocratie, parce que l'aristocratie est restée en place, elle continue à exister même jusqu'à aujourd'hui. Au renversement de la monarchie, elle n'a pas entraîné une redistribution significative de la richesse ou du pouvoir envers les plus pauvres, envers les personnes dans les classes les plus basses. Et je n'utiliserai jamais le terme ils ne sont rien, parce que le président actuel en France dit on croise dans les gares des gens qui sont quelqu'un, des gens qui ne sont rien. Tout le monde est quelqu'un. Tout le monde mérite le respect. Jamais je ne me permettrai de manquer de respect à quelqu'un qui nettoie le sol. Si vous voulez trouver l'humilité chaque jour, chez vous, nettoyez les toilettes tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours. Toutes les toilettes, chez moi, je les nettoie tous les jours. C'est pour comprendre l'humilité. Chaque jour, il faut embrasser l'humilité, c'est le meilleur moyen de grandir. Donc, la succession chaotique de transitions violentes et l'émergence de factions radicales ont contribué à l'instabilité ou aux souffrances du peuple français. La Révolution française est une manipulation. C'est un transfert de pouvoir entre l'aristocratie et la bourgeoisie ou les classes moyennes. Ok. Et qui a payé le prix de ça? Le peuple français. On n'a pas considéré leur souffrance. Et ça va rester une instabilité. Il va y avoir, après la Révolution, il va y avoir la Commune de Paris, il va y avoir des massacres. Il va y avoir des tirs sur la foule à balles réelles. Il va y avoir des massacres parce il y aura des révoltes. Et donc, tout ceci, ce sont toutes ces considérations supplémentaires qui soulignent la nature complexe et contradictoire des deux révolutions et la manière dont leur héritage continue de façonner notre monde aujourd'hui et de manière ambivalente. C'est jamais totalement positif, c'est jamais totalement négatif. Il y a une ambivalence, simplement parce que le monde, la société humaine est en maturation. Elle n'est pas mature, elle n'est pas prête, elle est en phase d'évolution. Okay. Donc, merci beaucoup pour la partie 4. Nous nous retrouvons pour la partie 5 qui sera là. On va tenter une vision du monde d'aujourd'hui et une conclusion. Ce sera demain. Merci.